Le véritable motif pour lequel nous ne sommes jamais retournés sur la Lune n'a rien à voir avec les coupes budgétaires, la politique ou le manque d'intérêt. La vraie raison était restée secrète pendant plus de 50 ans. Et l'homme qui la révèle n'est pas un lanceur d'alerte anonyme caché derrière un pseudonyme. Son nom est Charles Duke, le 10e être humain à avoir marché sur la surface lunaire, brigadier général de l'Air Force, et la voix qui guida Neil Armstrong lors du premier alunissage de l'humanité. En avril 1972, durant la mission Apollo 16, Duke et son commandant découvrirent quelque chose dans les hauts plateaux de Descartes qui n'aurait jamais dû se trouver là. Ils contactèrent Houston par radio et décrivirent ce qu'ils voyaient. Puis Houston se tut. Pas le silence normal dû au délai du signal, un silence long, délibéré, glaçant. Quand la réponse arriva enfin, ce n'était pas une question. C'était un ordre. Continuez votre mission. Duke obéit à cet ordre pendant 40 ans. Il garda le silence. Il protégea le secret. Mais aujourd'hui, à 89 ans, il ne veut plus se taire. Et son explication est terrifiante. Pour comprendre pourquoi cet homme est resté silencieux pendant 4 décennies, il faut comprendre quel genre d'homme il est. Duke ne se laisse pas facilement impressionner. Il rejoignit la NASA en 1966 et fut immédiatement reconnu comme l'un des pilotes les plus brillants et les plus stables du programme spatial. Avant la NASA, il pilotait certains des avions de chasse les plus avancés de l'inventaire de l'Air Force américaine. La précision était son langage. Les faits étaient sa religion. Ce n'était pas un homme sujet à l'imagination excessive ou aux exagérations. Sa voix fut la dernière chose qu'Armstrong et Buzz Aldrin entendirent avant de se poser sur la mer de la Tranquillité pendant Apollo 11. Ce célèbre échange où il leur dit que une bande de gars au sol allait devenir bleue à force de retenir leur souffle, c'était lui. Calme, stable, le genre d'homme qui ne tremble pas lorsque le monde entier regarde et que 2 vies dépendent de son sang-froid. 3 ans plus tard, il obtint sa propre mission, Apollo 16. Lui et le commandant John Young décollèrent le 16 avril 1972 et passèrent 71 heures à la surface de la Lune, plus longtemps que presque tous les équipages précédents. Leur site d'atterrissage se trouvait dans les hauts plateaux de Descartes, une région ancienne et accidentée de la Lune que les scientifiques pensaient d'origine volcanique. Ils conduisirent le rover lunaire sur des kilomètres à travers un paysage désertique qu'aucun être humain n'avait jamais vu auparavant. Ils collectèrent des échantillons géologiques dans des cratères et sur des lignes de crête, réalisèrent chaque expérience prévue dans leur programme. La mission devait répondre à des questions scientifiques simples sur l'histoire géologique de la Lune, rien de plus. La NASA qualifia ensuite Apollo 16 comme l'un des vols Apollo les plus réussis de tous les temps. Tous les objectifs avaient été atteints. Chaque étape validée, une mission parfaite, du moins selon la version officielle. Mais voilà le problème. Si vous regardez les enregistrements bruts et non montés de la mission, pas les extraits officiels, mais les vidéos complètes. Quelque chose semble étrange. À plusieurs reprises, Duke s'arrête brusquement au milieu d'une phrase ou d'un mouvement. Son langage corporel change complètement. Il reste immobile et fixe quelque chose hors du champ de la caméra. Quelque chose que l'objectif ne montre jamais. On entend alors la voix de Young dans la radio. « Charlie, tout va bien ?» Un long silence, le genre de silence qui semble volontaire. Puis Duke répond presque inaudiblement « Oui, oui, ça va. Je regarde juste. » Sa voix paraît différente, distraite, comme celle d'un homme essayant de comprendre quelque chose que son entraînement ne l'avait jamais préparé à affronter. Les transcriptions officielles n'en parlent pas, les rapports de mission non plus. Et Duke lui-même n'en parla pas pendant des décennies. Mais lorsqu'il commença finalement à s'exprimer publiquement vers 2015, ce qu'il décrivit ne remettait pas simplement en question la version officielle de la NASA. Cela la détruisait complètement. Les anomalies commencèrent avec la lumière. Sur la Lune, la lumière du Soleil devrait être parfaitement blanche. Sans atmosphère, il n'y a aucune diffusion lumineuse. C'est de la physique élémentaire. Pourtant, Duke affirma avoir vu parfois des couleurs impossibles, des bleus, des violets. Pas des reflets sur l'équipement ou la visière, mais la lumière elle-même.
Il détournait le regard, puis regardait à nouveau. Et la couleur avait changé, comme si quelque chose se modifiait sur un monde où rien n'est censé changer. Et ce n'est pas tout. Il entendait des sons sur la Lune, des sons là où le son est physiquement impossible, pas à travers la radio, pas des vibrations mécaniques de la combinaison, des tonalités, des fréquences, parfois harmonieuses, presque musicales, d'autres fois dissonantes et profondément inquiétantes. Il se tourna vers Young et lui demanda s'il les entendait lui aussi. Young répondit oui. Deux des pilotes d'essai les plus rigoureusement entraînés de l'histoire humaine vivaient une expérience qui violait les lois mêmes de la physique, et ils n'en parlèrent jamais officiellement parce que personne ne les aurait crus. Mais le plus étrange restait encore à venir. Duke expliqua ensuite que le temps lui-même semblait se comporter de manière anormale. Il travaillait sur une tâche, regardait le chronomètre de sa combinaison, et 20 minutes avaient disparu. Pourtant, subjectivement, il avait l'impression que seulement 2 minutes s'étaient écoulées. À d'autres moments, 5 minutes sur l'horloge semblaient durer 1 heure entière. Et le plus troublant, c'est que John Young vivait exactement la même chose. Pendant tout leur séjour à la surface lunaire, leur perception du temps ne correspondait jamais aux horloges de mission. Puis il y eut cette sensation, une présence. Duke déclara plus tard que chaque astronaute ayant marché sur la Lune avait ressenti quelque chose de similaire. L'impression constante d'être observé. Pas par Houston, pas par les autres astronautes, par autre chose. Quelque chose d'immense, quelque chose de conscient. Il décrivait cette sensation comme écrasante. Pas nécessairement hostile, mais impossible à ignorer. Comme si une intelligence gigantesque les étudiait de la même manière qu'un humain observerait un insecte ayant atterri sur sa main. Et cette sensation n'était pas passagère, elle était constante. Du moment où ils posèrent le pied sur la surface lunaire jusqu'à l'instant où ils refermèrent l'écoutille pour repartir, ils eurent le sentiment d'être observés, attentivement, patiemment, par quelque chose dépassant toute compréhension humaine. Des lumières étranges qui changeaient toutes seules, des sons dans un vide où aucun son ne devrait exister, le temps qui semblait s'étirer ou se contracter sans logique, et cette présence invisible, impossible à expliquer. Duke et Young vécurent tout cela ensemble pendant la même mission. Ils comparèrent leurs expériences en privé. Leurs récits correspondaient parfaitement, et ils n'en parlèrent à personne. Mais écoutez bien ceci, car tout ce que je viens de décrire, les lumières, les sons, les distorsions temporelles, cette présence, ce n'est pas ce qui poussa Duke au silence pendant 40 ans. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous ne sommes jamais retournés sur la Lune. Ces phénomènes étaient inquiétants, oui, inexplicables, certainement, mais ils restaient subjectifs, difficiles à désapprouver, faciles pour rejeter comme du stress, de la fatigue ou de la désorientation. Ce qui arriva ensuite était différent, quelque chose de physique, de concret, quelque chose qui fut photographié. Et c'est cela, selon Duke, qui changea tout. Lui et Young se trouvaient à environ 6 km du module lunaire, de l'autre côté d'une crête où la Terre n'était même plus visible dans le ciel. Il n'y avait que deux, le rover et un désert gris infini s'étendant jusqu'à l'horizon. Ils devaient simplement collecter des échantillons géologiques, un travail de routine, méthodique, presque monotone selon les standards d'une sortie lunaire. Puis Duke leva les yeux vers l'horizon et tout changea. Quelque chose n'allait pas avec les formes qu'il voyait au loin. Sur la Lune, tout est chaotique. Les cratères, les rochers, les débris projetés par des milliards d'années d'impact de météorites. Rien n'a de ligne droite, rien n'a d'angle parfait. Mais ce que Duke aperçut possédait des contours nets, des lignes trop droites, des angles trop réguliers, trop parfaits pour être naturels. Il le signala immédiatement à Young. Young arrêta le rover sans hésiter. Lui aussi voyait la même chose. Ils avancèrent lentement vers l'objet. Le rover soulevait une fine poussière grise qui flottait brièvement dans le vide avant de retomber doucement au sol. Aucun des deux hommes ne parlait. La radio restait ouverte. On n'entendait que leur respiration. Puis, à mesure qu'ils se rapprochaient, les formes devinrent plus précises. Et ce qu'ils découvrirent fit tomber l'estomac de Duke. Une structure, ou peut-être les restes d'une structure. Quelque chose d'angulaire, composé de blocs gigantesques recouverts d'une épaisse couche de poussière lunaire, mais malgré cela,
Une chose était évidente, cette formation avait été construite. Pas sculptée par des impacts, pas formée par la géologie, pas créée par un phénomène naturel connu, construite, délibérément, par quelque chose d'intelligent. Duke estima que la structure s'étendait sur environ 100 mètres de long. Et le plus étrange, c'est qu'elle semblait disparaître sous la surface lunaire à ses deux extrémités, comme si le régolithe, la poussière de la Lune, l'avait lentement englouti au fil des âges, comme s'il ne voyait qu'une petite partie d'un ensemble beaucoup plus vaste, enfoui sous le sol. Quelque chose d'ancien, immensément ancien. Et il y avait autre chose. Cette lumière étrange que Duke avait remarquée depuis le début de la mission semblait ici plus intense. Des teintes bleues et violettes glissaient sur les blocs de la structure, comme si celle-ci influençait la lumière elle-même. Les sons harmoniques qu'ils entendaient depuis plusieurs heures étaient également plus forts maintenant, plus proches, presque directionnels, comme si la structure était leur source. Le silence autour d'eux devint écrasant. Finalement, Duke prit la radio. D'une voix calme et professionnelle, il décrivit ce qu'il voyait à Houston. Formation géométrique non naturelle, apparence construite, longueur estimée à 100 mètres, demandons instruction. Puis plus rien. Pas le délai normal de transmission, pas les quelques secondes habituelles, juste le silence. Duke dira plus tard que ce silence lui sembla immédiatement anormal. Les astronautes finissaient par connaître instinctivement le rythme des communications. On parle, on attend, la réponse arrive, mais cette fois, rien. 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes, puis encore davantage. Duke regarda John Young. Young le regardait déjà. Personne ne parlait. Duke essaya de nouveau. « Houston, vous me recevez ?» Toujours rien. 20 secondes, 30 secondes. Les secondes semblaient durer des heures. Il expliqua plus tard qu'il entendait uniquement sa propre respiration à l'intérieur du casque, le souffle du système d'oxygène de sa combinaison et le léger grésillement du canal radio resté ouvert. Pendant ce temps, la structure était toujours là, devant eux. Réelle. Impossible. Et à près de 400 000 km de distance, dans une salle remplie des ingénieurs les plus brillants du monde, surveillant chaque détail de leur mission, Houston gardait le silence. Imaginez ce moment. 2 hommes seuls sur la Lune, face à quelque chose qui ne devrait pas exister. Et les seules personnes capables de les entendre choisissaient délibérément de ne pas répondre. Quand Houston parla enfin, la voix était froide, contrôlée, sans émotion. Aucune curiosité, aucune surprise, aucune question. Seulement un ordre. Apollo 16 poursuivait les activités prévues de collecte d'échantillons EVA. C'était tout. Toute la réaction de la NASA face à 2 astronautes signalant une structure artificielle sur la Lune. Pas de demande de détails, pas d'excitation, pas d'incrédulité. Comme si Houston savait déjà. Comme si cette découverte n'était pas nouvelle pour eux. Mais Duke et Young ne purent pas totalement ignorer ce qu'ils avaient sous les yeux. Ils commencèrent à prendre des photographies, des dizaines, des gros plans des blocs, des vues larges montrant la structure sur l'horizon lunaire, des images sous différents angles. Duke déclara plus tard que les photos étaient parfaitement nettes. Il se souvenait avoir appuyé lui-même sur le déclencheur. Il savait exactement ce qui apparaissait sur ces pellicules. Pourtant, aucune de ces images n'a jamais été rendue publique. Pas une seule. Au fil des années, Duke demanda plusieurs fois à la NASA ce qu'étaient devenues ces photographies. Les réponses changeaient constamment. Parfois, on lui disait que les images avaient été classifiées pour des raisons techniques. D'autres fois qu'elles avaient été perdues lors d'un transfert d'archives, ou encore que leur qualité était trop dégradée pour être diffusée. Selon ceux qui l'ont interrogé, Duke réagissait à ces réponses avec une colère à peine contenue, parce qu'il savait qu'elles étaient fausses. Il était là, il tenait l'appareil photo dans ses propres mains, et il était convaincu que ces images existaient toujours quelque part, enfermées dans des archives secrètes, cachées derrière 50 ans de silence institutionnel. Mais ce qui rendait cette découverte réellement terrifiante n'était pas seulement l'existence de ces structures, c'était leur âge. En 2019, lors d'une interview, quelqu'un demanda à Charles Duke si les structures paraissaient récentes. Duke secoua lentement la tête. Non, puis il ajouta, c'est justement ce qui est terrifiant. Selon lui, les structures semblaient
extrêmement ancienne, érodée, usée, marquée par le temps d'une manière qui ne devrait même pas être possible sur la Lune, car la Lune ne possède ni vent, ni pluie, ni atmosphère capable d'éroder des constructions. Et pourtant, ces blocs portaient les traces évidentes d'une immense ancienneté. Ils étaient couverts de minuscules cratères d'impact, ceux provoqués par les micrométéorites qui bombardent continuellement la surface lunaire. Des marques qui ne peuvent s'accumuler qu'après des millions, peut-être des centaines de millions, d'années. Duke fit alors une longue pause avant de prononcer une phrase qui glaça l'intervieweur. Ces structures existaient avant l'humanité. Avant nos villes, avant nos civilisations, avant même l'apparition de notre espèce sur Terre. Quelque chose avait construit sur la Lune bien avant l'existence des êtres humains, et c'est là que tout devient encore plus inquiétant. Parce que Duke affirma que la NASA ne semblait pas surprise. Selon lui, la réaction de Houston ce jour-là ne ressemblait pas à celle de personnes découvrant une information impossible. Elle ressemblait davantage à la réaction de gens confrontés à quelque chose qu'ils connaissaient déjà. Quelque chose qu'ils espéraient simplement ne jamais voir réapparaître dans les communications officielles. Duke expliqua également qu'après leur retour sur Terre, certaines parties du débriefing d'Apollo 16 furent très inhabituelles. Normalement, les astronautes passaient des heures à analyser chaque détail scientifique de la mission avec des ingénieurs, des géologues et des responsables de la NASA. Mais cette fois, certains hommes qu'ils ne connaissaient pas étaient présents dans la salle. Ils ne portaient pas les badges habituels de la NASA. Ils ne se présentèrent jamais. Et leurs questions ne concernaient presque pas les échantillons géologiques. Ils voulaient uniquement parler de la structure, des lumières, des sons et surtout des photographies. Duke affirma qu'on leur demanda exactement où ils avaient trouvé la structure, combien de temps ils étaient restés sur place et ce qu'ils pensaient avoir vu. Puis vint l'ordre implicite, ne plus jamais en parler, jamais publiquement, jamais dans les rapports officiels, jamais devant les médias. Selon Duke, personne ne menaça directement les astronautes. Ce n'était pas nécessaire. Les hommes d'Apollo comprenaient déjà l'importance du silence. Ils étaient militaires, pilotes d'essai, habitués aux informations classifiées, et surtout, ils savaient qu'une seule déclaration publique pouvait détruire à jamais la crédibilité du programme spatial américain. Alors, ils se turent. Les années passèrent. Le programme Apollo prit fin. La NASA abandonna les missions lunaires, et officiellement, les raisons étaient financières. Trop coûteux, trop risqué. Priorités politiques différentes. Mais Duke affirmait désormais qu'il existait une autre raison. Une raison jamais écrite dans les documents publics. La peur. Pas la peur de la Lune elle-même, la peur de ce qui pouvait s'y trouver. Car selon lui, après Apollo 16, certains responsables commencèrent à penser que la Lune n'était peut-être pas aussi vide qu'on l'avait toujours imaginé. Et si une intelligence inconnue avait réellement construit quelque chose là-haut, alors cela signifiait aussi une chose encore plus dérangeante. Cette intelligence avait peut-être observé l'humanité pendant des millions d'années. Duke déclara un jour qu'il repensait souvent à cette sensation d'être observé pendant les sorties lunaires. Avec le temps, cette impression ne lui semblait plus psychologique, elle lui paraissait réelle, comme si quelque chose savait qu'ils étaient là, quelque chose d'ancien, patient et infiniment plus avancé. Mais le détail le plus troublant arriva bien plus tard, des décennies après Apollo 16, lorsqu'un ancien technicien de la NASA contacta discrètement Duke pour lui parler des photographies disparues. Et ce que cet homme lui révéla allait rendre toute l'affaire encore plus effrayante.